Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre première conférence du Job Series Club. Donc, le rôle du responsable, on va traiter aujourd'hui le rôle du responsable formation dans l'organisation apprenante. Donc, nous allons passer 1h30 en compagnie de grands experts et témoins qui vont nous décrypter les enjeux actuels, le changement de paradigme, le changement de posture pour aligner les compétences des personnes avec la stratégie de l'organisation et accompagner les transformations actuelles. Donc, avant de commencer, juste un petit coucou. Vous pouvez nous dire dans le chat si vous arrivez bien à vous connecter, si vous nous voyez bien. Donc, je remercie aussi Mélina et Marie-Noël en coulisses qui vont nous aider pour les sondages, les quiz, les questions et pour la modération. Donc, merci aussi à nos partenaires qui sont présents aujourd'hui, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc, je remercie Johan Michel, qui est directeur général de Spix France, Mathieu Etsic, qui est associé expert team Digital Learning Experience et cofondateur de l'application, la solution MobiTeach. Et Thierry Bonetto, ancien directeur du Learning Development chez Danone, et qui a créé un cabinet de conseil Learning Future spécialisé sur les organisations apprenantes. Alors, ce matin, nous avons aussi l'honneur d'être accompagnés de Patrick Plein, VP Human Resources chez VSI Energy, Dan Gergebin, Senior Advisor on HR Innovation Topics at Air France, et Pierre Monclos, DRH de Youno. Donc, ces grands témoins sont précurseurs sur toutes les questions d'organisation apprenante. Ils ont beaucoup d'expertise, de savoir-faire à nous partager. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour partager vos visions sur le futur du rôle du responsable formation actuel et futur, évidemment. Donc, avant de donner la parole aux experts et grands témoins, j'ai invité Aline Squarneck, qui est professeure des universités. Aline est prospectiviste RH et a beaucoup travaillé sur l'évolution des métiers de la fonction RH et va nous faire une petite présentation sur comment le rôle du responsable formation a évolué et comment il doit se projeter dans un avenir à moyen et long terme. Bonjour Aline. Bonjour à tous. Eh ben, vas-y Aline, nous t'écoutons alors sur ta présentation. Merci beaucoup Christelle. Alors ravie de partager ce matin ma vision en tout cas de l'évolution du métier de responsable formation. Alors en préparant cette intervention, je me posais d'ailleurs la question, est-ce qu'on doit toujours parler de responsable formation ou de responsable développement des compétences si on se réfère à la loi du 5 septembre 2018 dite loi Pénicaud sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors pour ouvrir en fait cette conférence, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous exposer le changement de paradigme en cours, hein, comment on passe aujourd'hui d'un monde moderne. Alors aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis quelques années, mais comment aujourd'hui quels sont les impacts finalement ce passage d'un monde moderne à un monde dit postmoderne et quel est l'impact surtout dans le domaine de la formation. Et puis ensuite d'éclairer avec des premiers résultats d'une étude prospective en cours, donc elle n'est pas totalement finalisée, donc c'est vraiment en avant-première. On a interrogé presque 80 responsables formation pour justement essayer de déceler les scénarios d'avenir, les tendances, les nouvelles postures, etc. Donc je ferai une rapide présentation des premiers résultats. Alors tout d'abord, concernant le changement de paradigme, c'est vrai que dans nos travaux, historiquement, on s'appuie beaucoup sur la grille maffezolienne de la postmodernité. Donc Michel Maffezoli, un de nos grands sociologues, a beaucoup travaillé sur ce contexte postmoderne et en le mettant en comparaison avec ce qu'était hier l'époque moderne. Si on fait ressortir quelques variables clés, c'est vrai qu'on passe d'un monde rationnel à un monde beaucoup plus émotionnel. On passe d'un monde où on était sur l'individu, entre guillemets, interchangeable, à l'idée de la personne dans toute sa globalité. Et puis, on passe aussi d'un environnement où tout devient possible et où on va être de plus en plus à gérer des complexités, à gérer des paradoxes, etc. Bon, pour faire vraiment très, très simple sur le cadrage théorique.
quelle traduction ça peut avoir finalement dans notre monde de la formation et du développement des compétences? On a eu l'occasion avec un collègue, Franck Brier, d'écrire un ouvrage il y a 2 ans maintenant sur l'orientation compétences pour le monde de l'enseignement supérieur, et on est en train de l'actualiser puisque c'est quelque chose qui est très structurant pour nous en tant qu'universitaires, et moi je suis personnellement membre d'une commission au niveau du ministère sur l'évaluation des formations de gestion, donc ça nous aide justement à évaluer, que ce soit côté université ou côté école, finalement les programmes et les écoles dans le domaine du management. Et donc, qu'est-ce qu'on constate finalement avec cette grille de lecture et ce changement de paradigme? C'est tout d'abord en termes de vision et de stratégie. On voit bien que hier, l'objectif, c'était de former les gens et d'être sur une logique descendante de contenu de formation, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que la finalité d'un organisme de formation, quel qu'il soit, que ce soit un organisme ad hoc, une école, une université, peu importe, c'est vraiment de développer l'employabilité, de pouvoir valoriser au maximum l'employabilité des personnes qu'on va accompagner. Donc, on voit bien que la finalité même, donc le positionnement stratégique, la mission finalement, pour ne pas dire quasiment même la raison d'être d'un établissement de formation ne va pas être la même. En termes de programme et de contenu, hier, c'était assez simple, on délivrait des savoirs. Aujourd'hui, le savoir est quasiment disponible, en particulier grâce à tous les outils numériques qui existent. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'accompagner le développement des compétences et donc de structurer des programmes en blocs de compétences et puis ensuite en modules d'acquisition de compétences, pour reprendre notre vocabulaire de l'enseignement supérieur, et finalement de travailler aussi bien les savoirs, les savoir-faire, mais aussi les savoir-être, et ce, dans une logique de France Compétences, c'est-à-dire dans une situation donnée et en fonction d'un objectif bien précis. Donc, on est bien sur l'accompagnement de l'employabilité au travers de l'accompagnement du développement des compétences. Donc, notre métier est en train de se transformer fondamentalement en tant que formateur. Et là, je généralise, que ce soit de la formation initiale continue, d'un organisme en intra, en inter, dans une école, dans une université, peu importe. Ensuite, en termes de lieu et de modalités. Hier, notre lieu, c'était essentiellement la salle de cours, même si pour certaines formations pratiques, on pouvait être en situation, mais ça restait spécifique à quelques formations, à quelques thématiques de formation. Aujourd'hui, on voit bien que finalement, on est sur des lieux multiples. Grâce, il faut le dire quand même, à la crise sanitaire, on a développé la formation à distance. Aujourd'hui, on est sur des modalités de plus en plus hybrides. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit en présentiel, à distance, dans une salle de classe, en situation réelle, pour vraiment être, je dirais, dans l'action et dans la situation professionnelle, et même sur des formations aujourd'hui de management, on va être de plus en plus sur des expériences vécues en situation réelle. Eh bien, les modalités finalement de formation et les lieux sont en train de bouger, et même la salle de classe elle-même se transforme avec des tables, des chaises à roulettes, etc., pour vraiment être dans une agilité beaucoup plus importante. En termes de didactique et de pédagogie, forcément, vous m'entendez toujours parce que je vois un problème de connexion? Oui. Oui. Oui, c'est bon. Donc, en termes de didactique et de pédagogie, là aussi, historiquement, on était sur une pédagogie très descendante, alors que là, on va être beaucoup plus sur des innovations technico-pédagogiques, où on va essayer d'avoir des modalités, là aussi, très variables, avec une multitude, finalement, de façons d'appréhender le développement des compétences avec des apports de contenu, des mises en situation, des jeux sérieux, des MOOC, des formations diverses et variées, pour vraiment varier finalement les différentes formes d'apprentissage possibles. En termes d'évaluation et de reconnaissance, hier, on était sur un contrôle finalement de la connaissance acquise, quelle qu'elle soit, même en séminaire de formation continue, on s'assurait que finalement, à froid, les personnes avaient, à chaud et à froid, avaient développé, en tout cas, avaient compris certains principes, etc. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus suffisant. On est vraiment aujourd'hui dans une logique où on va commencer à réellement évaluer les compétences. Et ça, c'est un chantier totalement nouveau, l'évaluation des compétences. Même si dans nos domaines du management, on avait
plus ou moins l'habitude déjà d'être dans cette dynamique, mais là, il va falloir vraiment se poser la question des évaluations à la fois sommatives et formatives et comment tous ces dispositifs vont réellement permettre de savoir si la personne est potentiellement compétente demain, dans une situation réelle, de développer de nouveaux savoirs, savoir-faire, savoir-être, etc. Et donc, on voit bien qu'en plus, finalement, de ce changement de paradigme montre bien aussi qu'au-delà du contenu, des thématiques de formation, c'est toutes les postures d'apprentissage qui sont questionnées, avec des remises en question sur est-ce que je sais pas, le droit à l'erreur, comment je me comporte dans telle situation, qui auront, à côté d'un contenu thématique très sérieux, autant d'importance que finalement l'expertise technique historique. Et puis, en termes d'accompagnement, dernier point de ce changement de paradigme, hein, hier, on avait un formateur qui était là le temps de la formation. Hein, donc, si on était en salle, voilà, c'était le temps de la formation en salle. Quelques personnes autour pour accompagner d'un point de vue, on va dire, logistique et administratif. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, avec cette idée de parcours de développement de compétences, il va falloir totalement repenser notre chaîne de valeur pour vraiment être dans une logique où finalement, on va accompagner un peu plus en amont en termes d'orientation. Et là, ça questionne le métier de responsable formation dans les organisations, parce que comment je vais orienter tout au long de la vie, comment je vais mieux accompagner pendant le process de développement des compétences, et comment je vais peut-être accompagner aussi un peu après, et ce qu'on a l'habitude de dire dans le onboarding en matière de recrutement, on pourrait aujourd'hui l'appliquer aussi sur le onboarding tout au long de la vie en matière de formation, comment finalement, eh bien, j'essaie d'inscrire ça dans une période durable et non plus sur une période relativement courte du dispositif lui-même de formation. Donc, on voit bien que notre chaîne de valeur et finalement le type d'accompagnement et donc les compétences du responsable formation ne seront plus les mêmes demain et ça a déjà commencé dans certaines organisations et vous pourrez en témoigner tout à l'heure. Alors justement, pour illustrer un petit peu les impacts réels sur le métier, on a engagé une réflexion prospective sur le métier de responsable formation. On a interrogé, comme je vous le disais, à peu près 80 acteurs, alors tous responsables de formation ou responsables RH pour avoir la vision, je dirais, éventuellement d'un responsable hiérarchique, donc tous en organisation. Et quelques personnes, exclusivement, la plupart sont en organisation, pardon, et quelques personnes en périphérie dans des organismes de formation, mais ça reste marginal. Le noyau dur de notre échantillon est surtout le responsable formation en organisation, essentiellement privé, avec quelques acteurs publics également de ministères ou de collectivités territoriales. En reprenant une architecture qu'on avait déjà utilisée pour une autre étude prospective sur le manager, Aline, on t'entend plus. C'est bon? Oui. On t'entendait plus. Oui, donc là c'est bon. Donc on a rangé entre guillemets nos pistes de scénario parce que là c'est en construction dans 3 mondes que je vais vous présenter. Donc tout d'abord un monde souhaité. Le monde souhaité c'est celui qu'on souhaite tous forcément, à la fois par rapport à notre lecture de toutes les transformations de la société, mais aussi par rapport à la réglementation et en particulier au texte structurant de la réforme Pénicaud comme je le disais tout à l'heure. Dans ce monde souhaité, pour l'instant, il y a 2 pistes de scénarios qui se dessinent. Un premier, ce serait le responsable formation, transformeur, développeur de compétences. Donc vraiment au sens stratégique du terme, quelqu'un qui serait vraiment là pour accompagner la stratégie du learning. Donc ça fera écho certainement au propos de Thierry, hein, vraiment pour penser toute la stratégie de développement des compétences et du learning, vraiment en articulation avec la stratégie RH, avec la GEPP, etc. Donc vraiment un niveau du métier qu'on positionnerait vraiment d'un point de vue très stratégique dans l'accompagnement de la transformation. Donc un responsable formation, développeur, transformeur. Dans ce monde souhaité, il y a un deuxième scénario qui est un peu plus sur l'accompagnement, parce qu'on voit bien qu'il y a une nécessité de repenser, comme je disais, toute la chaîne de valeur. Donc ce deuxième scénario serait plutôt un scénario du responsable formation conseiller développeur, mais conseiller développeur des personnes cette fois-ci. Vous voyez, pas au niveau de la stratégie du global, mais là vraiment sur l'accompagnement des parcours
de développement des compétences. Alors, volontairement, pour l'instant, je commence toujours mes scénarios par responsable formation. Je pense que ce sera peut-être questionné. Est-ce que demain, ce sera plutôt, je pense, responsable du développement des compétences? Et du coup, beaucoup de questions. Et vous voyez déjà avec ces deux scénarios de porosité des frontières avec des métiers liés au développement des compétences historiquement et à tout ce qui avait trait à l'accompagnement de la GEPP, etc. Vous m'entendez? On t'entend, mais on ne te voit plus, mais ce n'est pas grave. Oui. Ça va Deuxième monde, un monde augmenté. Donc, dans ce monde augmenté, il y a un premier scénario du responsable formation, de plus en plus data analyst, qui va aller chercher à la fois des nouvelles data pour mieux anticiper les besoins, pour mieux tracer aussi l'évolution des compétences, qui va jouer avec plein d'outillages sur les passeports de compétences, sur tout l'outillage numérique, et puis qui va être aussi en analyse des données et qui va essayer, à travers de tout ça, de mieux mesurer les impacts réels de la formation et du développement des compétences. Donc là, on voit bien qu'on est sur un responsable formation data analyst, contrôleur de gestion, mais dans le sens contrôleur de gestion mesurant les impacts à chaud, mais aussi à froid du développement des compétences. Et donc là, repenser aussi tous les outils de mesure. Et puis, dans ce monde augmenté, un deuxième scénario potentiel, il est augmenté cette fois-ci plus sur la notion de territoire, donc un responsable formation partagé. Donc là, c'est plus pour des PME ou des organisations de taille moyenne, un responsable formation développeur de compétences sur les territoires. Alors forcément, c'est des rôles qui peuvent revenir entre autres aujourd'hui aux OPCO, mais en tout cas ou aux conseillers en évolution professionnelle. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui se dessine aussi sur un redimensionnement de ces métiers d'accompagnement sur les territoires. Donc ça, c'est pour le monde augmenté d'un point de vue digital, augmenté d'un point de vue territorial. Et puis, malheureusement, je dirais malheureusement, il y a encore un monde redouté. C'est encore le monde d'aujourd'hui et qui semble encore, je dirais, avoir un peu d'avenir. C'est le responsable formation logisticien. Moi, je le constate assez tristement pour beaucoup de mes étudiants en apprentissage. Ils sont encore beaucoup sur de l'administratif, sur de la logistique, etc. Et je me pose la question, est-ce que demain, eh bien, avec l'évolution des technologies, comment optimiser finalement tout ce travail? Mais pour l'instant, il y a encore une quantité importante qui finalement freine l'évolution du métier sur toute la partie logistique administrative. Et puis le deuxième scénario dans ce troisième monde redouté, c'est le responsable formation juriste. Alors pourquoi je l'ai mis dans le redouté? Parce que pour l'instant provisoirement, mais parce que finalement c'est celui qui va exclusivement se cantonner au texte et vraiment parfois même freiner le développement des compétences parce que on va être sur l'analyse des droits de la personne, etc. Et pas forcément dans une vision très managériale finalement de l'accompagnement et du développement des compétences, se cantonnant finalement à appliquer les textes sur la formation et sur les différents dispositifs existants. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous, à la fois cette idée du changement de paradigme et puis des premières pistes qui sont en train de se dessiner autour de 3 mondes et de 6 scénarios sur l'évolution du métier de responsable formation au regard, je le dis bien, de 80 entretiens réalisés avec des responsables formation et d'une étude documentaire parallèle de suivi de ce qui se dit, aussi bien d'un point de vue académique que d'un point de vue des praticiens sur le sujet. Je vous remercie. Éventuellement, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions, je veux bien éventuellement les prendre. Sinon, je laisse Christelle et toute l'équipe enchaîner par la suite parce que malheureusement, je ne peux pas rester avec vous jusqu'à la fin de la séance. Mais en tout cas, je suis ravie de partager ces premiers résultats et ma vision des choses avec vous. Merci Christelle. Merci beaucoup Aline pour cet éclairage qui est vraiment très instructif. Merci de nous avoir consacré du temps parce que vous êtes très occupés. J'aurais une question avant que vous nous quittiez. Donc, ça devient de plus en plus complexe, le métier de responsable formation. Et là, c'est pas une double casquette, c'est une triple, c'est une quadruple. Il faut être administratif, il faut gérer les réglementations, se mettre sur le terrain de développement des compétences, tenir compte de l'apprentissage informel, développer le savoir-être, le soft skill. Est-ce qu'on va tout trouver dans une personne?
est-ce que justement, c'est pas carrément la fonction qui doit se réorganiser avec différents profils pour venir couvrir tout ce spectre qui est élargi finalement? Alors, en fait, nous, dans nos études prospectives, quand on pousse des scénarios, c'est pas forcément pour dire bah, il y aura un métier qui sera plus lié à ce scénario ou à un autre. Alors, ça peut être le cas, hein, des fois, dans des grandes structures, forcément, mais c'est aussi pour ouvrir le champ des possibles et l'éventail des activités. Les scénarios sont pensés comme ça aussi. Ils peuvent, demain, une personne peut se dire, bah voilà, moi dans l'organisation, j'ai vraiment un job qui correspond à transformeur développeur. Bon, bah ça, ce serait super. Mais finalement, dans beaucoup d'organisations, eh bien, ce sera un mix de plusieurs parties de ces pistes de scénarios qui composeront, je dirais, le cocktail du poste, en l'occurrence dans une organisation donnée. Après, je pense que de plus en plus, c'est aussi un travail d'équipe. Hein, en fonction de la taille de l'organisation, on va avoir plusieurs personnes, donc il peut y avoir aussi une répartition dans l'équipe des principales compétences attendues. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des questions, en tout cas au travers de tout ça, de positionnement et de choix politique dans une stratégie RH. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement du training et est-ce qu'on veut vraiment que ça devienne un socle fondamental pour accompagner l'organisation apprenante, hein, vous allez en parler tout à l'heure, parce que finalement, aujourd'hui, dans le monde, en tout cas moi, tel que je le conçois, hein, dans le monde d'hier, ce monde moderne, on était quand même sur, on achète une action de formation, c'est pour ça que j'ai parlé d'impact, c'est plus des indicateurs au sens quantitatif, c'est des impacts au sens globaux, qualitatif et quantitatif. Quel est l'impact réel sur le développement des compétences? Alors qu'avant, nos tableaux de bord de formation, c'est combien on a de personnes formées, de jours de formation, etc. Et donc, c'est vrai que cette vision historique, aujourd'hui, on voit bien qu'on arrive à la fin, sauf que moi, je constate quand même que dans beaucoup d'organisations, ça fait encore partie du noyau dur du métier. Donc, il y a encore des actions à mener et du lobby à faire pour faire évoluer le métier vers tous ces champs stratégiques et vraiment de mettre en œuvre réellement l'organisation apprenante. Merci beaucoup Aline, merci pour votre témoignage. Donc là, de toute façon, nos experts et grands témoins maintenant vont venir témoigner, expliquer comment eux, ils ont fait dans leur organisation et quelle est aussi leur vision par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Ils sont assez en phase avec tout ce que vous venez de dire et d'aborder. Donc, nous vous disons au revoir. Nous vous libérons. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre continuation. Au plaisir. Merci, à très vite. À bientôt. Donc, maintenant, je vais donner la parole aux grands témoins. Donc, à Patrick Plein qui nous rejoint, VP Human Resources chez Vinci Energy. Anne Gergebine, Senior Advisor on HR Innovation Topics au sein du groupe Air France. Et Pierre Monclos, DRH de Youno, qui est une start-up RH spécialisée aussi dans l'entreprise, l'organisation apprenante. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, Patrick Plein, je vais vous donner la parole. Vous allez commencer par introduire donc cette séquence. Donc pour vous, en tant que DRH, comment évolue la formation et quelle est votre vision? Comment projetez-vous le rôle du responsable formation dans l'organisation aujourd'hui? Je vous laisse la parole. Merci Patrick. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend très bien, on vous voit pas. Bon, désolé, j'ai un problème visiblement de caméra sur mon ordinateur. J'en suis désolé. Nous écoutons. Donc oui, alors je vais rebondir sur les propos d'Aline sur ce qu'on observe aujourd'hui et sur la manière peut-être d'orienter nos organisations vers des organisations apprenantes. Alors, il a fort bien souligné, on est en plein dans un changement de paradigme compte tenu de l'évolution de notre environnement et de nos environnements. Et du coup, ça impose à nos entreprises de revoir, on va dire, le côté traditionnel de ces modèles qu'on a pratiqués depuis une quarantaine d'années. Et dans ce modèle, effectivement, ça a été très, très, très bien souligné, le management des compétences, ça devient clé.
c'est des choses qu'on a déjà dites, mais finalement, les compétences, ça devient un peu le nouvel or noir de toute entreprise. Et donc, on assiste aussi, pareillement à ça, forcément, à une obsolescence de nos modèles, de nos gestions, de gestion de nos compétences, nos modèles classiques, traditionnels, au profit de modèles beaucoup plus dynamiques qui imposent aujourd'hui la constante acquisition, l'adaptation et le développement des compétences. Et donc, l'enjeu pour toute entreprise, pour toute organisation, c'est d'investir dans la capacité de chaque individu à, comment dirais-je, maintenir, à adapter et à développer ses compétences. D'où cette logique d'organisation apprenante, alors qui n'est pas un concept nouveau, hein, on en parle depuis les années 90, si ma mémoire est bonne, notamment avec le fameux ouvrage de Peter Senge, la 5e discipline. Donc c'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui aujourd'hui prend toute sa dimension et passe, j'allais dire, de concept à réalité. Et donc, il y a dedans, dans cette logique d'organisation apprenante, bien évidemment, notre approche traditionnelle de la formation, elle devient complètement obsolète et enfin, devient obsolète, pas complètement, mais n'est plus, j'allais dire, la formation en tant que telle, et telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, n'est plus qu'un élément parmi tant d'autres qui vont permettre aux individus et aux organisations de développer leurs compétences. Et donc, si on se met un peu dans une logique d'organisation apprenante, je pense que c'est travailler simultanément sur quelques dimensions, j'en dénombre 6, alors elles ne sont pas forcément exhaustives, et c'est effectivement ce à quoi on assiste progressivement aussi dans nos organisations, y compris les grands groupes et y compris chez l'Institut Énergie. Donc pour être assez rapide, ces 6 dimensions sont les suivantes. Il y en a une première qui est un grand classique en même temps, hein, je veux dire rien de révolutionnaire dans ce que je vais dire, mais qui est la vision de l'entreprise. Parce qu'effectivement, une entreprise qui a une vision claire et partagée du futur, bah, c'est quand même plus facile, je vais le dire comme ça, de tirer tout le monde vers un projet, vers un futur, quand on sait où on va. Deuxième dimension, qui est à mes yeux complètement essentielle, et le modèle Vinci et Vinci Énergie est complètement basé là-dessus depuis très longtemps, c'est le modèle de l'organisation décentralisée. Pourquoi ? Parce que l'organisation décentralisée permet d'agir au plus près des problématiques du terrain, permet surtout de donner de l'autonomie et des responsabilités aux individus, et qui dit autonomie et responsabilité, dit la capacité des individus à prendre des initiatives, à prendre des décisions, à avoir un terrain j'allais dire, de jeu large sur lequel on peut s'exprimer. Et donc ça, c'est complètement essentiel dans une organisation apprenante que d'être décentralisé. La troisième dimension que je vois, c'est la nécessité pour l'entreprise de s'ouvrir à son écosystème. C'est que c'est un mot très à la mode, écosystème, mais néanmoins, c'est-à-dire que à rendre ses frontières, ça veut dire tout simplement à rendre ses frontières plus poreuses avec le monde de l'éducation, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants, et c'est-à-dire ouvrir à des acteurs externes, à des expertises qui ne sont pas dans les murs, les frontières de l'entreprise. Parce que ça permet effectivement d'être beaucoup plus, comment dirais-je, dans une logique d'apprenance. Par exemple, chez Vinci Énergie, on a un lieu qui s'appelle la Factory, dans lequel nos marques se développent, innovent, font intervenir leurs clients, font intervenir leurs fournisseurs. Au sein du groupe Vinci, on a un centre d'innovation qui s'appelle Léonard, dans Paris, qui incube des startups, incube des intrapreneurs. Donc tout ça permet aux gens, permet aux individus de développer des choses nouvelles et de développer leurs compétences. Quatrième dimension que je vois,
et qui est sans doute la plus difficile. Et le responsable formation de demain, ou le responsable de la gestion des compétences de demain, a quelque chose d'essentiel, un rôle essentiel à jouer là-dedans. C'est comment permettre à l'entreprise de disposer d'un mécanisme, je le dis comme ça, de capture et de partage des connaissances et des compétences. Ça, c'est essentiel, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à repérer les nouvelles compétences nécessaires, à les mettre en œuvre, à les valoriser et à les partager. Et donc là, il ne s'agit pas simplement d'avoir un système d'information, ça n'est qu'une partie de la problématique, mais il y a là une dimension essentielle à développer. Cinquième dimension, elle consiste à développer ce qu'on va appeler une culture d'apprenance. Alors le terme apprenance est un terme développé par un chercheur, M. Carré, qui a rédigé plusieurs ouvrages sur ce sujet, mais c'est comment justement permettre à nos collaborateurs, nos salariés, de pouvoir développer ces compétences et d'acquérir des compétences en permanence. En leur donnant des opportunités de formation, alors de formation au sens très large, pas simplement la vision classique que nous en connaissons, en leur donnant des espaces d'expression et comment dirais-je, en ayant des actions de promotion au sein de l'entreprise du collectif, parce qu'on sait que le collectif permet une apprenance beaucoup plus développée. Chez Vinci Énergie, par exemple, on a beaucoup de fonctionnement, ce qu'on appelle le fonctionnement en transversalité, via des réseaux, via des clubs, à tous les niveaux de l'organisation, qui permettent à des gens qui ne font pas le même métier, qui ne sont pas dans les mêmes organisations, qui ne sont pas dans les mêmes périmètres, de se réunir ensemble et de trouver des solutions à des problématiques. Ça peut être des problématiques commerciales sur des offres, mais ça peut être aussi des problématiques de gestion, ça peut être aussi des problématiques d'innovation. On travaille sur l'intelligence artificielle, par exemple. Dernière dimension, pour conclure là-dessus, c'est évidemment la dimension managériale, parce que là aussi, dans ces organisations dites apprenantes, le management joue un rôle évidemment clé, mais doit s'efforcer, et c'est pas simple, de passer de ce que je vais appeler un management de front office, c'est-à-dire je suis le responsable qui contrôle l'information, qui répartit les activités, qui répartit les tâches, etc., etc. Bref, l'action managériale que nous connaissons depuis une quarantaine d'années, vers un management dit de back-office. C'est je mets mon équipe dans les conditions d'atteindre ces objectifs. Et là, la posture managériale change complètement et là, il y a un très très gros travail à faire sur cette question managériale. Voilà un peu les 6 dimensions, hein, la vision, la décentralisation de l'autonomie des collaborateurs, l'ouverture sur l'écosystème, le fait de disposer d'un mécanisme de capture et de partage des connaissances, le développement de la culture d'apprenance et la nouvelle posture managériale qu'il convient de développer pour être dans ces logiques d'organisation apprenante et pour faire de nos organisations des organisations apprenantes qui permettent, une fois encore, dont l'objectif est de permettre à nos collaborateurs d'acquérir, de développer, de maintenir les compétences devenant ou étant devenues l'or noir des entreprises. Demain, on est vraiment dans le management par les compétences. Voilà ce que les quelques éléments que je peux apporter à la question posée. Merci beaucoup Patrick, c'était très instructif et je pense qu'il y a beaucoup de points qui vont se recouper avec nos autres grands experts et témoins. Donc restez en ligne avec nous parce qu'après on va avoir beaucoup de questions à vous poser. On va creuser certains aspects. Donc je vais donner maintenant la parole à Anne Gargébit. Bonjour Anne. Bonjour Christelle.
Voilà, donc vous, Anne, vous, au sein du groupe Air France, vous avez été vraiment très, très précurseur au niveau de tout ce qui est mis en place de ces logiques d'organisation apprenante. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre stratégie, pourquoi et comment vous avez fait pour insuffler ça au sein d'Air France et puis que ça fasse en sorte que ça prenne, en fait, hein, et que ça puisse se diffuser comme pratique et acquis et intégré. Donc, nous vous écoutons sur Bien. votre expérience et sur votre vision. Très bien. Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Air France? On peut dire que Air France est une compagnie aérienne et vous comprenez bien que à peu près la moitié des effectifs, ce sont des personnes qui ne sont jamais au bureau, puisque vous les voyez dans les avions, ce sont les pilotes, les hôtesses, les stewards, vous les voyez dans les aéroports avec le personnel en escale. Et donc, depuis très longtemps, Air France est confronté au fait qu'il faut pouvoir apprendre ailleurs que derrière un bureau. Vous comprenez? Du fait de la nature même du métier. Et donc, a toujours été précurseur. Je pense que les premiers modules e-learning datent d'il y a 20 ans. Il y a toujours eu cette réflexion d'innovation en formation pour justement permettre de faire face à ces métiers qui sont quand même assez originaux par rapport à d'autres. Et donc, dans ce contexte-là, moi, j'ai eu des responsabilités formation à peu près sur une dizaine d'années, les 10 dernières années. Ce qui m'est apparu, et on a évoqué la notion de changement de paradigme il y a peu, je vous racontais que j'avais été frappée par le fait que j'avais vu une vidéo, à l'époque c'était un TED, de Salman Khan, qui date de 2010-2011, et qui disait How Video Will Reinvent Education. Et Salman Khan, si vous n'êtes pas familier avec ce qu'il fait, c'est un Américain d'origine, je pense, indienne, qui a commencé à aider son petit-neveu pour des cours de maths, et son petit-neveu n'habitait pas dans la même ville que lui. Et du coup, il a commencé à lui faire des vidéos qu'il a postées sur YouTube. Et à sa grande surprise, son neveu lui a dit, mais je comprends mieux quand tu m'expliques en vidéo que quand tu m'expliques en réel. Pourquoi? Parce qu'il était capable de rejouer la vidéo plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait compris. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt de la part de gens qui commençaient à le suivre. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il a développé la Khan Academy, qui est une académie en ligne gratuite pour apprendre un certain nombre de savoirs fondamentaux, maths, physique, etc. Et à l'époque, on commençait à parler du développement des MOOC, et je me suis dit, clairement, le digital est en train de révolutionner l'éducation. Il faut absolument qu'on soit moteur là-dessus et qu'on change, en fait, on fasse évoluer les modalités pédagogiques et on essaye. Donc, ça a été notre posture qui était à chaque fois de se dire, eh ben, on essaye et c'est comme ça qu'on innove, c'est-à-dire qu'on tente des choses nouvelles. Parce que pour développer une organisation apprenante dans une organisation où l'essentiel du programme de formation est, je dirais, prescrit, parce que l'essentiel du programme est lié à des compétences métiers qu'il faut acquérir, et encore plus qu'acquérir, puisqu'on est certifié quand on est dans des métiers sous contrôle des autorités, en l'occurrence la Direction générale de l'aviation civile. Donc, tous ceux qui ont des métiers qui ont des dimensions de sécurité, et donc vous comprenez bien que ça concerne les pilotes, les hôtesses, les stewards, les mécaniciens, etc., eh bien, ils doivent attester chaque année qu'ils ont bien les compétences nécessaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire stimuler l'envie d'apprendre? Eh bien, on est face à des programmes contraints, par définition, et donc, comment est-ce qu'on fait pour stimuler l'envie d'apprendre? Eh bien, je dirais que puisque ce n'est pas la certification, enfin la certification est évidemment un moteur majeur de fait d'envie d'apprendre, parce que si on n'est pas certifié, on ne peut pas travailler. Mais en plus, pour que ce ne soit pas une tannée, si vous permettez l'expression, il faut que ce soit attractif. Donc, une des premières dimensions qu'on a travaillé, c'est l'attractivité, c'est-à-dire être capable de proposer des formats, des modules, des approches qui rendent ceci intéressant et où les gens n'aient pas le sentiment qu'on les soumet encore une fois à un programme complet dont ils n'ont pas forcément besoin, et donc il faut adapter finalement les programmes de façon à ce que chacun
apprenne ce dont il a besoin, juste ce dont il a besoin, mais pas plus que ce dont il a besoin. Donc, première dimension, l'attractivité. La deuxième dimension, donc l'attractivité dans les modalités pédagogiques. Et les outils et les supports, y compris digitaux, y compris avec de l'intelligence artificielle, y compris avec du chat, etc. Deuxième dimension, je pense que c'est développer l'inspiration, développer l'appétence pour passer d'une formation prescrite à une formation volontaire. Et donc, on a cherché au cours de toutes ces années à donner l'envie d'apprendre. Notre plateforme de digital learning qui s'appelle My Learning, son slogan, c'est le plaisir d'apprendre. Donc, vous comprenez qu'on a mis la notion de plaisir déjà structurellement dans le positionnement de cette plateforme. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a proposé des contenus de toute nature, y compris des contenus de développement personnel, et on les a proposés de manière incessante. Pendant une période, on proposait des contenus à tous les managers toutes les semaines. Ensuite, on les a proposés à une fréquence un petit peu plus espacée. Ensuite, on a commencé à les proposer toutes les semaines aussi à l'ensemble des salariés. Des contenus qui avaient un rapport avec la stratégie d'entreprise, qui avaient un rapport avec des problématiques de développement. Et donc, là où on est dans une logique d'initiative individuelle, d'autonomie totale, d'accès libre à l'ensemble des contenus, de façon à stimuler de manière individuelle l'envie d'apprendre, mais relayé de manière collective. Maintenant, on continue encore et chaque semaine, dans le cadre de la newsletter interne, il est proposé, peut-être pas chaque semaine, mais toutes les 2 semaines, un contenu d'apprentissage. Et on a proposé, y compris des summer camps sur le développement de soft skills et des choses comme ça. Et puis, troisième dimension, donc la deuxième dimension, c'était l'inspiration, l'appétence. Et la troisième dimension, c'est le fait de soutenir. Vous avez parlé de Philippe Carré tout à l'heure, et il y a une phrase qu'il a utilisée, ou en tout cas que je paraphrase, que j'aime bien, c'est « on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres ». Et en particulier, jamais sans l'équipe, mais jamais sans le manager. Et donc, il faut soutenir l'envie d'apprendre, et en cela, les managers sont clés à différents moments de l'année, mais également au quotidien, dans leur posture, dans leur exemplarité. Et donc, ça, c'est un point essentiel. Par exemple, des choses comme aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Ce n'est pas forcément une learning expédition au sens strict, mais pour autant, c'est le même type d'approche et c'est le même type d'engagement collectif qui, finalement, sont extrêmement apprenants pour une équipe. Et puis, la notion de soutien, on l'a aussi expérimenté par le fait qu'on a mis un chat, au sens, vous voyez ce que vous avez là sur la petite bulle à droite sur l'App Store. On a mis un chat sur notre plateforme de digital learning et tous les salariés peuvent poser toutes les questions possibles et imaginables sur les programmes de formation, de développement des compétences, que ce soit des contenus, que ce soit des contacts, que ce soit etc. Et je pense qu'on est en cela assez novateur, puisqu'on a cette plateforme de chat depuis plus de 3 ans. Et donc, les salariés, on s'est rendu compte on le savait, mais c'était encore plus net, qu'il y a un faible nombre, mais malgré tout un nombre important de personnes qui peuvent être bloquées dans leur envie d'apprendre par le fait qu'ils ne trouvent pas le bon chemin, ils ne trouvent pas les bons accès, etc. Donc, pour ma part, je pense que parler d'organisation apprenante, il faut d'abord se mettre dans la position et réfléchir en tant qu'individu. Les individus, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'apprendre? Comment est-ce qu'on fait pour leur donner envie? Comment est-ce qu'on fait pour les soutenir? Et ça, je pense que c'est le point clé de l'organisation apprenante et c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne vais pas développer plus parce qu'il y a beaucoup d'autres dimensions qu'on pourrait couvrir, mais je pense que inspirer, rendre attractif, soutenir, ces 3 dimensions clés de l'organisation apprenante. Merci beaucoup Anne. On a énormément de questions à vous poser. Je voulais dire à la salle, si vous voulez poser une question à un des intervenants en particulier, mettez bien votre titre, votre fonction et à qui s'adresse votre question dans le chat.
on fera une modération, on posera toutes vos questions à la fin de la conférence. Donc moi, je vais enchaîner, on est juste en temps, donc pour que tout le monde puisse s'exprimer, j'enchaîne avec Pierre Monclos. Bonjour Pierre. Alors vous, comment vous avez fait pour mettre en place chez vous une culture de l'apprenance et comment maintenir le rythme et que cela ne s'essouffle pas dans le temps? Bonjour Pierre, on vous donne la parole. Bonjour Christelle et bonjour tout le monde. Oui, merci. Alors pour contextualiser, moi je suis DRH dans un organisme de formation et on a un enjeu d'organisation apprenante qu'on a eu assez tôt puisque au départ on était une start-up et dans un contexte où on a grandi très vite, on est passé de 4 à 40 en 2 ans et demi, aujourd'hui on est 50 et dans un monde qui a changé énormément, encore ces 2 dernières années avec le Covid. L'une des missions que m'a donné notre CEO, c'est de faire de Youno une organisation apprenante pour qu'on apprenne peut-être plus vite que la moyenne des salariés d'une entreprise lambda, parce que notre entreprise va très vite. Et sinon, on va se retrouver à laisser sur le bord de la route des personnes dont les compétences ne se sont pas développées assez vite par rapport aux besoins de l'organisation. Donc c'est un enjeu de vitesse à la base qui nous a mobilisés là-dessus. Et l'enjeu, il était moyen terme, c'était pas juste en un an de mettre en place des choses, c'est de faire en sorte que ça dure, même quand on ne fait pas d'efforts au quotidien pour retravailler sur la culture apprenante. Et les 2 piliers, nous, qu'on a mis en place, alors évidemment, avec des éléments structurels, hein, comme l'ont dit Anne et Patrick, il y a tout un tas de dimensions structurelles et stratégiques. Là, moi, je vais plus vous parler de quelques éléments culturels et de rituels qui font que, au fur et à mesure des semaines et des mois, il y a toujours des stimuli vis-à-vis de l'équipe pour qu'ils se retrouvent dans des positions où ils sont encouragés à apprendre, à développer et à partager ce qu'ils apprennent. Sur la partie culturelle, tout d'abord, vu qu'on a parlé, c'est Patrick hein, qui parlait d'une culture de l'apprenance, c'est l'une des dimensions. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette culture de l'apprenance, on peut voir des sous-cultures. Moi, il y en a 3 qu'on a mis en place chez Youno et qui donnent de bons résultats. Donc, je vais vous les partager rapidement. La première, on va appeler sous-culture, c'est la culture de l'expérimentation et du risque. Concrètement, c'est quoi qu'on appelle une sous-culture? C'est qu'est-ce qui fait que dans une entreprise, les salariés au quotidien, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, vont avoir une propension à expérimenter et à prendre des risques pour apprendre de ça, donc apprendre de ces expérimentations, apprendre de ces risques, et ensuite partager ces apprentissages aux autres. On a une culture de l'expérimentation et du risque si on a répondu à des questions telles que quelle est la place que j'ai moi en tant que salarié, quelle est mon autonomie dans la prise de risque, est-ce que j'ai le droit de prendre des risques dans l'entreprise, et si oui, est-ce que j'ai du soutien, est-ce que j'ai de l'autonomie, est-ce que parfois j'ai du budget, est-ce que j'ai des fameux laboratoires ou factories où on va m'inciter à expérimenter des choses nouvelles, donc est-ce que je vais être soutenu par l'entreprise? Et si on répond à une question extrêmement importante, est-ce que j'ai le droit de faire des erreurs? Si j'ai pas le droit de faire les erreurs ou si j'ai l'impression que j'ai pas le droit, je vais pas trop expérimenter ou prendre des risques parce que je vais plus supposer que l'erreur va nuire à ma progression, à ma carrière. Alors que si on sacralise ce fameux droit à l'erreur en l'expliquant, en donnant une définition très concrète et en faisant le lien avec l'apprentissage, là on tend vers la culture de l'organisation apprenante. Sacraliser, ça veut dire définir dans l'entreprise, nous on l'a mis dans nos valeurs chez Youno, que c'est normal de faire des erreurs, mais qu'on attend même des personnes qu'elles fassent des erreurs, donc qu'elles prennent des risques, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Si on ne s'autorise pas à faire des erreurs, on ne progressera pas et on ne fera pas progresser le reste des équipes. Et après, il faut mettre une limite sur le niveau d'erreur qu'on peut faire. Selon le secteur d'activité ou la réglementation, évidemment, on ne peut pas faire tout type d'erreur. Ça, c'est le premier pilier culturel, l'expérimentation et le risque. Et deuxième pilier culturel, c'est la culture du partage, qui a déjà été un peu évoquée aussi par Patrick. Là, la culture du partage, c'est de définir dans l'entreprise les règles de lorsque je fais quelque chose ou j'apprends quelque chose, qu'est-ce qu'on attend de moi en termes de partage au reste de l'équipe? Donc, est-ce que, par exemple, quand je fais une réunion, quand je prends une décision, est-ce que la règle dans l'entreprise, c'est une culture de l'écrit, je dois faire un petit compte-rendu de chaque réunion, de chaque prise de décision, et la rendre accessible à n'importe qui au sein de l'équipe. Ce genre de sujet qui paraît peut-être très simple, voire simpliste, pour nous, extrêmement important
dans la dimension de la culture de l'organisation apprenante, parce que le fait d'avoir une culture de l'écrit comme ça permet à n'importe qui d'accéder à « tiens, il y a 2 ans, ils ont pris une décision sur tel sujet, et ils ont expliqué les raisons de cette décision ». Donc ça me permet d'apprendre et de ne pas prendre une décision inverse sans avoir connaissance du contexte. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant partager à toute l'équipe toutes les décisions, sinon on retombe dans l'infobésité. Mais de pouvoir donner accès à l'équipe à ça et de satisfaire la curiosité des personnes qui vont aller voir, même si elles n'ont pas un besoin très spécifique. Tiens, pourquoi est-ce que telle décision a été prise ou qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion? On stimule la curiosité des équipes qui sert directement l'organisation apprenante. Et le troisième pilier culturel, qui est tout aussi important que les 2 premiers, c'est la culture de l'évaluation. Chez Youno, nous, on part du constat, il y a beaucoup d'études qui le démontrent, qu'un individu, s'il n'est pas aidé, il a du mal à bien s'évaluer. En général, quand on débute sur un sujet, on se surestime parce qu'on ne voit pas tout ce qu'on ne maîtrise pas. Et inversement, quand on commence à devenir expert, on voit encore plus tout le champ des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on se sous-estime parce qu'on se dit « mais ça, je ne le maîtrise pas encore ». Eh bien, une culture de l'évaluation, c'est aider les personnes à mieux s'auto-évaluer en proposant des choses comme la culture du feedback, donc d'inciter des feedbacks, et pas juste des feedbacks qu'on appelle constructifs pour aider une personne sur un axe d'amélioration, mais aussi des feedbacks positifs pour aider une personne à identifier ses points forts, ou encore les évaluations 360. Les évaluations 360, historiquement, elles sont réservées aux top talents dans les entreprises. Pourquoi les réserver aux top talents? Nous, chez Youno, n'importe qui peut avoir des évaluations 360, donc de ses N+1, de ses pairs, N-1, de personnes d'autres équipes, pour l'aider à identifier ses points forts, ses axes d'amélioration, donc à mieux connaître les forces sur lesquelles elle peut s'appuyer et apprendre des autres de ses propres forces et axes d'amélioration. Ça, c'est le troisième pilier culturel où on pense que si on a mis en place ces éléments culturels, les éléments structurels dont on parlait, notamment Patrick et Anne, peuvent durer dans le temps et c'est ça qui fait que ça ne va pas s'essouffler. En tout cas, c'est notre conviction et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ça fait 4 ans qu'on a mis ça en place chez Youno. Et le dernier élément, au-delà de la culture, c'est ce qu'on appelle les rituels. Donc là, je vais vous donner qu'un seul exemple pour aller vite et respecter le timing de Christelle. C'est qu'est-ce qui fait que dans le quotidien des équipes, il va y avoir des moments où on va leur rappeler et des moments qui vont être dédiés à dire c'est important de se poser, d'arrêter son travail pour apprendre ou partager et de le reconnaître au niveau de l'entreprise, de dire ça a de la valeur, on n'attend pas juste de vous que vous travailliez sans cesse pour atteindre vos objectifs, si on devait être caricatural. Là, il y a tout un tas de rituels, beaucoup d'entreprises qui font des TEDx internes pour partager sous un format assez attractif l'apprentissage d'une personne. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des espèces d'universités internes. Moi, je vais vous donner un rituel qui marche très très bien chez nous, qui s'appelle le Show Your Stuff. Le Show Your Stuff, à la base, ça vient des équipes techniques, donc des équipes de développeurs informatiques, qui, lorsqu'ils développent des fonctionnalités pour une application, faisaient un Show Your Stuff où ils montraient comment est-ce qu'ils avaient développé telle fonctionnalité en détaillant les lignes de code qu'ils avaient fait. Nous, notre équipe technique faisait ça en 2017. En 2018, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que ça devrait être réservé qu'à ces métiers-là? Tout le monde dans l'entreprise a un métier dont il est intéressant de partager un extrait quotidien. Donc un extrait, si c'est quelqu'un en marketing, ça va être quelqu'un qui va expliquer comment il a fait une enquête, puis construit une infographie, puis l'a adressée à sa cible. Il va partager son écran avec un logiciel d'infographie. Donc c'est des extraits très très concret de travail. Chez nous, ça dure 1 heure, on le fait tous les mois, et n'importe qui peut venir partager un extrait de son travail de manière très claire en disant « voilà mon objectif, voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que j'ai appris une fois que j'ai réalisé ça ». Et puis n'importe qui ensuite peut venir poser des questions. Et puis on tourne, évidemment, on fait changer un maximum les métiers et les projets, en faisant participer le CEO, c'est important pour la légitimité, pour montrer que c'est un temps fort d'apprentissage et que c'est quelque chose qui crée de la valeur dans l'entreprise. C'est facultatif, mais à chaque fois, on a 90% de l'équipe qui vient pendant 1 heure, parce que c'est aussi un moment, je fais le lien pour terminer avec ce que disait Anne, avec le plaisir d'apprendre. On découvre ce que font les autres, et donc là, on arrive à toucher vraiment à stimuler le plaisir d'apprendre dans ces situations. Donc en résumé, pour nous, pour faire durer une culture d'organisation apprenante, au-delà des éléments structurels qui sont indispensables, c'est le socle, il faut s'assurer d'avoir des cultures en lien avec l'évaluation, le partage, l'expérimentation et le risque, et des rituels pour que ça ne s'essouffle pas et que ça garde une dimension quotidienne ou hebdomadaire, qu'on n'ait pas juste des rendez-vous tous les trimestres de l'organisation apprenante.
Merci beaucoup Pierre. Donc merci pour cette intervention. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat sur aussi quels outils, comment faire. Donc nos experts vont vous poser des questions. Avant qu'ils vous posent des questions, on va faire un petit sondage en ligne pour savoir un petit peu la maturité de la salle sur l'organisation apprenante. Donc je vais laisser la main à Mélina qui va réaliser ce petit sondage. Mélina, on vous écoute. Donc la question c'est quelle est la maturité de votre organisation apprenante? Et il va falloir mettre une note de 1 à 5. Le sondage a été publié. Normalement, il faut juste aller dans le petit onglet sondage en bas à droite et vous pouvez soumettre votre vote. Votre vote. Alors moi, j'en profite pendant ce temps de réintroduire nos experts qui vont aborder les questions à nos intervenants. Donc il y a Johan Michel, directeur général de Speak France, Mathieu Hetzig, associé de Expert Team Digital Learning Experience et cofondateur de MobiTeach, et Thierry Bonetto, donc ancien directeur du Learning Development chez Danone et qui est formateur de Learning Futures, qui est donc un cabinet qui accompagne sur toutes ces problématiques d'organisation apprenante. Bonjour à vous. Bonjour Christelle. Bonjour. Donc Thierry, vous prenez la parole, vous commencez. Allez, merci, j'y vais. Merci Christelle. J'espère que vous m'entendez bien. Et puis merci Patrick, Anne et Pierre. C'est vraiment déjà excessivement riche. Merci beaucoup. Je voulais peut-être revenir dans un premier temps à un ingrédient, Patrick, que vous citiez, qui est la vision. Parce que vous êtes tous les trois, on l'entend, des défenseurs, si j'ose dire, de l'organisation apprenante. Mais en même temps, on voit bien dans le sondage de maturité, il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont encore à un stade de formation, on va dire, traditionnelle. Donc, qu'est-ce qui, d'après vous, crée cet engouement au niveau de la direction générale notamment? Qu'est-ce qui fait qu'une direction générale va s'embarquer sur ce chemin de l'organisation apprenante? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux directeurs, aux directrices formation en termes d'argumentaire pour tenter d'embarquer la direction générale pour cheminer sur cette voie? Dit différemment, en quoi est-ce que l'organisation apprenante finalement aide l'entreprise et les salariés? Comment vous répondriez à ça? Alors peut-être Patrick en premier, puis Anne et Pierre, si vous avez des compléments, n'hésitez pas. Je remets le micro. Alors, je pense que la première l'erreur à ne pas commettre, c'est d'aller voir sa direction en disant il faut qu'on se transforme en organisation apprenante. Parce que ça marche pas. Je le dis un peu en souriant, mais on l'a tenté un peu et on voit bien que ça fonctionne pas. Alors, moi, j'ai un peu, j'ai un tout petit peu de mal à répondre parce que dans les ingrédients que j'ai cités, c'est vrai que chez Vinci, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont structurels, qui font partie, on va dire, de la culture, de l'ADN, comme on dit. Et là, il n'y a pas besoin de convaincre puisque c'est notre modèle. Moi, la première chose, elle est essentiellement, pour moi, elle tient essentiellement dans l'autonomie qu'on laisse aux salariés, parce que une bonne partie j'allais dire, de l'apprentissage au sens large, elle vient de la marge de manœuvre qu'on laisse aux salariés dans une organisation. Et plus la marge de manœuvre est grande, plus le salarié est en situation d'apprenance, pour reprendre les termes de Philippe Carré. Parce qu'il apprend en faisant. J'ai vu qu'il y avait une question sur la FEST, ça peut être intéressant. Il apprend en faisant, il apprend en faisant des erreurs. Il faut aussi que l'organisation laisse le droit à l'erreur. Voilà, enfin, je pense que le côté autonomie et responsabilisation du salarié est facteur clé. Alors, ayant toujours vécu dans une organisation vraiment décentralisée, je ne sais pas comment convaincre quelqu'un partant d'une organisation, on va dire, plus centralisée. Et le deuxième élément peut-être pour donner un élément de réponse, c'est je crois
en fait, c'est beaucoup l'expérimentation de solutions qui va convaincre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met en place une pratique, une solution, une méthodologie qui fonctionne, ça convainc beaucoup plus facilement. Par exemple, laisser, on a cette pratique chez Vinci Énergie que je signalais tout à l'heure, quand il y a une problématique, laisser les individus, les mettre en réseau, laisser les individus la solutionner, c'est bien plus efficace que d'essayer de la sélectionner dans son bureau, enfin voilà, de façon plus fermée. Donc je pense que le meilleur moyen de convaincre, c'est l'expérimentation, c'est de proposer c'est pas de dire on va faire une organisation apprenante, mais c'est de proposer des méthodologies, des choses concrètes qui montrent que ça fonctionne, quoi. Et petit à petit, c'est un peu comme c'est planter les graines qui progressivement vont faire que l'organisation va se transformer. Et je ne crois pas au grand soir en disant on est une organisation X, il faut qu'on passe vers une organisation apprenante. Et ça, je pense que ça ne fonctionne pas. Merci. On est plutôt sur des pas, des expérimentations pour avancer. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Anne ou Pierre. Anne, j'avais en tête aussi ce que vous avez lancé chez Air France avec Fast Forward, par exemple, des ingrédients qui permettaient de donner des signes au niveau de direction générale de se lancer dans cette aventure. Oui, écoute, moi ce que je pense, et je suis tout à fait d'accord avec Patrick, je pense qu'on convainc personne si on arrive en disant qu'il faut mettre en place une organisation apprenante. Ça, je crois vraiment pas que ce soit la bonne approche. En revanche, ce qui me semble, c'est que la formation et le développement des compétences doivent être toujours en lien avec les programmes de transformation et d'évolution des métiers. Je dirais que c'est la base, hein, là il n'y a rien de nouveau. Mais ces transformations, elles sont de plus en plus accélérées. Et donc, en cela, il est essentiel de développer la capacité d'apprentissage. Et je rejoins Patrick également sur une deuxième dimension, c'est sur le fait qu'il faut, pour être capable de faire en sorte que les salariés développent d'eux-mêmes des savoirs, des compétences, des savoir-être différents leur permettant d'évoluer dans les métiers, il faut qu'il y ait de l'autonomie. Donc, de l'autonomie dans le fait de se saisir des apprentissages ou pas. Donc, moi, je dirais essentiellement relier ça au programme de transformation et aux enjeux business. C'est pas très nouveau, mais malgré tout, pour moi, c'est le point clé d'adoption, de pratique, et pas d'une sorte de grande ombrelle qu'on appellerait une organisation apprenante. Merci Anne. Pierre, merci. Oui. Pierre, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Alors, je vais faire très rapidement, dans le même sens de ce que dit Anne. Moi, alors évidemment, je ne dirais pas il faut passer à une organisation apprenante, mais je ferai le lien entre la liste de toute la valeur que peut créer une organisation apprenante et les enjeux de l'entreprise. Nous, quand on interroge les services formation, il y a 5 termes qui ressortent souvent et dont on peut faire le lien avec l'entreprise apprenante va servir cet enjeu. Les enjeux d'agilité. On est plus agile si les personnes progressent plus vite sur leur poste et en transversalité. L'adaptation à son métier ou aux transformations qu'on a chaque année, les transformations, on dit elles sont de plus en plus rapides. La fidélisation des collaborateurs. Il y a pas mal d'entreprises que je trouve très inspirantes qui font le lien avec ça aussi pour dire si on stimule le plaisir d'apprendre et qu'on permet aux personnes de se développer, il y a plus de chances qu'on les garde. Et vu la tension qu'il y a aujourd'hui sur le recrutement, je pense que c'est un argument pas en soi, mais qui peut être lié à l'organisation apprenante. Et les 2 derniers, c'est la compétitivité, vu que beaucoup d'entreprises développent cette dimension d'organisation apprenante. Quand on regarde ce que fait la concurrence, c'est un élément auquel sont sensibles certaines directions. Ce n'est pas le meilleur argument, mais vu qu'elles y sont sensibles, moi je l'utiliserai. Et le dernier, c'est redonner du sens. Moi, la question que j'ai, le retour que j'ai le plus en ce moment, c'est on a besoin de redonner du sens dans l'entreprise après les 2 années qu'on vient de passer, qui ont bousculé les métiers et autres. L'organisation apprenante, elle permet de remettre aussi beaucoup de concret
dans les métiers des personnes et dans les perspectives d'évolution qu'elles ont. Et donc, ça peut servir ça. Donc, mon point, ce serait de dire, vu qu'il y a ces 5 enjeux dans beaucoup d'entreprises, de montrer comment l'organisation apprenante peut aider à servir ces enjeux et donc pourquoi il faut y mettre de l'énergie, mais sans y aller frontalement, évidemment, y aller petit pas par petit pas. Oui, c'est-à-dire relier les enjeux de l'organisation et notamment les enjeux de transformation de l'organisation avec ce que peut apporter l'organisation apprenante et y aller pas à pas plutôt que d'être dans un grand soi. J'ai une deuxième question peut-être pour revenir, Patrick, sur ce que vous disiez en matière de leadership et management et le rôle des managers. Quel lien faites-vous entre la culture leadership finalement et la culture learning ou la culture d'apprenance et quels conseils donneriez-vous au reste de la formation pour équiper les managers dans ce rôle-là? Là, pour moi, on est vraiment dans un moment important sur la dimension managériale. Je ne sais plus qui disait ça. Alors, je sors un peu d'organisation apprenante, mais je trouvais la phrase assez juste, finalement, qui dit tout ce qui a fait la réussite sur le plan de la posture managériale depuis 40 ans, c'est ce qui va provoquer les échecs dans les années qui viennent. Je trouvais cette phrase assez intéressante parce que effectivement, on a construit des modèles managériaux sur des organisations, tayloriennes, sur des organisations, qui étaient dans des standardisations, etc., etc. Et aujourd'hui, on est strictement dans l'inverse. Et là, si l'entreprise ne prend pas garde à accompagner la ligne managériale dans cette transformation, ça va effectivement, ça risque de coincer. Et là, je pense qu'il y a des programmes de formation au sens large. Je pense qu'il faut beaucoup investir sur cette fonction managériale parce qu'ils sont le relais essentiel de cette transformation qui est en cours. Pas simple pareil, c'est toujours pas simple toujours de convaincre quand on a 40 ans de pratique, 40 ou 50 ans de pratique managériale, mais pour reprendre un peu aussi les idées de Pierre, aujourd'hui, vous ne managez plus les générations qui arrivent sur le marché du travail comme vous managez la mienne de génération. Et donc, du coup, cette posture effectivement de back-office manager, je pousse les équipes, je fais en sorte à ce qu'elles grandissent. Enfin, nous, chez Vinci, ça fait partie d'un critère de performance managériale, c'est la capacité à faire grandir ses équipes. Voilà, et son équipe. Pardon. Donc beaucoup d'investissements sur cette population, sur cette fonction managériale. Et effectivement, dans la culture, dans la performance qu'on demande à un manager, je pense que le critère de performance, faire grandir son équipe, ou développer son équipe, peu importe comment on l'appelle, je pense que peut contribuer à accélérer un petit peu ce mouvement. D'accord, merci beaucoup Patrick. Donc je vais voir Mélina, est-ce qu'on a le résultat du sondage? Oui. Vous devez pouvoir le voir normalement si vous y avez voté. Du coup, on avait je me reprends, la maturité de l'organisation apprenante, on a une majorité de 2 avec 38% des votes, suivi par le 3 pour 31% des votes, le 4 pour 15% des votes, le 1 et puis le 5 après. Voilà. Donc on a la plupart des organisations semblent moyennement matures dans leur organisation apprenante. Donc, on va enchaîner sur une deuxième question. Vous allez pouvoir y répondre aussi, toujours de la même façon. Dans votre activité de responsable formation, quel temps consacrez-vous à l'organisation de l'apprentissage informel
qui comptent aussi en matière d'apprenance. Donc, moins de 10%, 10 à 30%, 30 à 50%, plus de 50%. Donc, je vous laisse le temps d'y répondre et je vais donner la parole à Johan Michel qui va poser des questions à nos témoins. Johan, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, merci. Effectivement, je voudrais revenir sur tout ce qui est apprentissage informel, puisqu'il est un des clés de l'organisation apprenante. On a toujours dans cette organisation les formations structurées, mais on a aussi, on a bien entendu à travers les différents témoignages, tout ce qui est l'avancée de l'informel, du non structuré, de la mise à disposition, des usages libres, et aussi des postures du salarié qui devient lui-même formateur. C'est-à-dire qu'on parle pas mal de peer-to-peer, d'apprentissage avec les pairs. Et ma question, c'est comment faciliter justement cet apprentissage par les pairs, quels moyens, quels dispositifs on peut donner pour faciliter cette organisation de pair à pair. Pierre, peut-être pour commencer? Oui, alors pour faciliter l'apprentissage entre pairs, nous, le premier levier sur lequel on a appuyé, c'est l'un de ceux que j'ai cités dans les piliers culturels, c'était la culture du feedback. Parce qu'au début, c'était pas facile de miser là-dessus. Et je parle dans une petite équipe, je vous ai dit, nous on est 50, donc je parle pas du tout dans des échelles d'entreprises beaucoup plus grandes. Mais déjà, dans une petite équipe, on a vu que c'était pas quelque chose forcément de naturel ou d'attendu dans l'entreprise, de s'apprendre entre pairs des choses qui touchent directement au métier, dès lors qu'on n'est pas dans la même équipe ou qu'on n'est pas le manager d'une personne. C'est quelque chose qui souvent a créé la surprise, soit de la part de profils juniors, soit de personnes qui avaient d'autres expériences dans d'autres entreprises. Et juste en posant des questions, beaucoup nous ont dit, en fait, moi, j'ai jamais fait ça et je savais pas que c'est ce qu'on attendrait de chez moi en rejoignant Youno. Et on s'est dit, il y a quelque chose en amont qu'on n'a pas débloqué et qui est indispensable si on veut que, peu importe la mesure qu'on mette en place, elle fonctionne, c'est juste la culture du feedback pour qu'on se dise les choses. C'est-à-dire que lorsqu'on va transmettre un savoir ou une compétence à un collègue qui ne fait pas partie de son équipe, qu'on s'autorise à lui dire ce qu'elle fait bien, c'est normal de donner la reconnaissance, et à lui dire de manière bienveillante et exigeante à la fois, là où elle doit progresser. Sinon, sur cette deuxième partie, il y avait trop de l'excès de bienveillance et donc des blocages assez classiques, je pense, parce qu'on les voit beaucoup dans les organisations, là, j'ose pas lui dire que là-dessus, il fait pas bien les choses ou il progresse pas de la bonne manière, parce que ça se fait pas, enfin, ce serait pas bienveillant à son égard. Donc nous, on a d'abord travaillé sur la culture du feedback pour dire c'est normal de faire des feedbacks à condition d'être à la fois exigeant et bienveillant, parce que c'est ça qui se fera progresser les uns les autres. Et une fois qu'on a eu ce déblocage, là, on a mis en place des rituels ou des mécanismes, qui soient managériaux, RH ou entre pairs, qui pouvaient fonctionner. Et dans les exemples, je vais aller assez vite parce que je pense que Vinci et Air France sont beaucoup plus avancés ou ont des exemples plus concrets là-dessus. Nous, c'est tout simple. On fait des ateliers où on va nommer une personne qui a un savoir ou une compétence à partager et le service RH, il vient en support pour organiser et animer l'atelier. Parce que si on laisse faire les personnes par elles-mêmes, sans outils, sans support, sans rien, vous le disiez, on n'est pas formateur à la base, et les salariés, on leur demande presque de devenir formateurs. Donc nous, plutôt que de les former à devenir formateurs, on les aide à développer leurs compétences de transmission, mais ensuite on les aide aussi, au moment où ils se retrouvent dans cette situation, à avoir un cadre pour faciliter les choses, pour pas qu'ils passent trop de temps dans leur métier à se dire comment je vais transmettre aux autres, mais qu'ils puissent se reposer sur quelque chose qui est prêt. Et donc là, il y a plein d'outils, il y a plein de plateformes, il y a plein de types d'entretien ou je cherche le mot que je trouve pas, c'est pas grave, de rituels de transmission. Et là où d'autres entreprises ont misé sur nous, on va mettre en place du co-développement, tout un tas de choses, et les managers ou les personnes concernées vont être autonomes pour le faire. Nous, on a pris le pari qu'il fallait donner beaucoup de support pour que ces personnes puissent se reposer là-dessus et juste passer 80% de leur énergie à transmettre les compétences et 20% à réfléchir sur comment les transmettre, sans dire que notre modèle est le mieux, mais c'est comme ça qu'on l'a fait à l'échelle de notre équipe. J'aimerais
J'aimerais intervenir pour poser une question à Anne. Justement, cette culture de l'apprenance est associée, va de pair avec une culture de la bienveillance peut-être aussi. Parce que pour y aller, il faut qu'on soit rassuré et ne pas se sentir jugé. Donc, dans un grand groupe comme Air France, comment développer cette culture-là? Écoutez, je pense qu'en formation, en fait, on demande le droit de faire et de refaire. Et du coup, ça change en fait pas mal la façon qu'on pouvait avoir de concevoir les programmes digitaux notamment. Et puis, je dirais que c'est aussi par la posture que l'on a et qui est, je pense, lié fortement à l'exemplarité du management et au modèle managérial. Et si je reviens 2 secondes sur le sujet pair à pair dont parlait Pierre à l'instant, je pense que chez Air France, on a un certain nombre d'ingrédients de même nature. D'une part, le fait que dans les métiers, ce sont des pairs qui forment au métier, et de plus en plus, ce sont des personnes qu'on pourrait qualifier de formateurs occasionnels, c'est-à-dire qui pratiquent leur métier pendant une bonne partie du temps et passent une partie de leur temps à former les autres. Donc, ce sont les experts du métier et reconnus comme tels. Et eux, on s'assure qu'ils ont bien les compétences pédagogiques et qu'ils sont bien outillés en termes d'ingénierie pédagogique pour être capables d'assurer une bonne transmission. Le co-développement, c'est effectivement quelque chose qu'on a beaucoup poussé depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et la culture des feedbacks, c'est également quelque chose qu'on pousse. Donc, pour soutenir l'apprentissage, par le rôle des managers. Et une des dimensions, c'est de faire grandir. Je vous cite le modèle managérial, faire grandir, stimuler l'autonomie, stimuler l'apprentissage, accepter le droit à l'erreur. Donc, c'est comme ça aussi qu'on va mettre en avant cette notion de bienveillance dont vous parlez, puisque quand on accepte le droit à l'erreur, on est beaucoup plus bienveillant. L'autre dimension qu'on valorise par le modèle managérial, c'est le fait que c'est pas que pour les autres, il faut aussi soi-même montrer l'exemple. Merci beaucoup, Anne. D'ailleurs, nous allons organiser aussi des ateliers de pair à pair qui vont approfondir certains points aussi de cette organisation apprenante. On vous enverra bien sûr toutes les informations par mail. Donc, je redonne la parole à Johan, qui a d'autres questions à poser. Oui, la question qui a été vue aussi un petit peu dans les propos de Anne, Patrick et Pierre, c'était toute la question de la communication et du marketing. Le marketing autour de l'offre apprenante, on va dire externe à la formation structurée. Quels outils, comment vous diffusez cette info pour entraîner déjà, donner l'envie d'avoir l'envie, hein, dont parlait Anne tout à l'heure, l'envie d'apprendre. Comment arriver à inspirer justement les salariés, et puis derrière, comment communiquer sur les nouveaux dispositifs mis en place, sur les améliorations, sur comment se passe la vie du projet. Patrick, peut-être, pour commencer? Ou Anne? Oui, je peux commencer. Je dirais que nous, on a, je dirais, principalement 3-4 modalités. Une modalité classique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est tout simplement le push à tous les salariés de contenu formation libre et pour lesquels dont ils peuvent ensuite s'emparer. Et donc qui sont actuellement intégrés dans les supports de communication interne. Deuxième dimension importante et pas suffisamment mise en place en général, mais qui a pas mal d'impact, mais qui nécessite beaucoup plus d'énergie, donc c'est plus compliqué à organiser, c'est de faire des roadshows. Faire des roadshows, le bon moment, c'est à l'heure du déjeuner, près des lieux de restauration, autour d'un thème, d'un sujet, d'un produit, d'une dimension. Alors là, c'est variable. Et ça marche bien parce que les gens peuvent vous poser toutes les questions et vous êtes en situation d'interaction directe.
Les roadshows peuvent être aussi inclus dans des forums métiers, puisque nous on fait régulièrement des forums métiers pour dire tel métier recrute, donc pour stimuler la mobilité interne. Et donc, je dirais que le fait d'être intégré dans ces forums métiers est aussi un très bon levier. Levier plus rare, mais aussi intéressant et qui est de même nature que le roadshow, c'est la Learning Week. On n'a pas fait ça souvent, mais malgré tout, c'est ce dispositif classique qui est de prendre une semaine et pendant une semaine, valoriser l'apprentissage, mettre en place des animations sur l'ensemble des sites avec l'ensemble du réseau. Donc ça, c'est en général une grosse opération à organiser, donc ça se fait pas souvent, mais c'est un point important. Et puis, je pense que le fait que ce soit porté par le management, et je vous évoquais le modèle managérial et la déclinaison de ce modèle managérial, pour moi, c'est quand même l'action du quotidien qui a le plus d'impact, parce que c'est le manager qui est au plus proche des équipes. Oui, je rejoins tout ce qu'Anne vient de dire sur la partie relais managérial et ce qui j'ai relié également ce que je disais tout à l'heure sur cette nouvelle posture à avoir. Là-dedans, effectivement, et de surcroît, dans une organisation décentralisée, c'est effectivement ce relais managérial qui est essentiel. Qui est une voie essentielle. Après, oui, ce sont des voies assez, j'allais dire, sur la communication et le marketing autour de ça, assez classique et traditionnel. Nous, on est beaucoup sur, particulièrement sur ce qu'on appelle, nous, partage de bonnes pratiques. Ça marche très très bien chez nous. Et du coup, ça permet de relayer sur une thématique donnée ou une problématique donnée. L'avantage d'une organisation décentralisée, c'est que chacun met en œuvre selon comment dirais-je, selon sa problématique. Et du coup, quand on regroupe et quand on partage ça, c'est un bon moyen d'accélérer la communication parce que on montre finalement de façon très opérationnelle, très concrète que tel ou tel sujet a été mis en place, fonctionne, ça a été mis en place comme ça de ce côté-là, ça a été mis en place d'une autre façon dans une autre entité. Mais du coup, c'est un très bon vecteur de développement et d'accélération d'une pratique, d'une méthode, d'une problématique. Est-ce que Patrick, dans le partage comme ça, est-ce que vous utilisez beaucoup la vidéo comme support? Je vois que dans les questions, il y avait aussi l'importance de la FEST, donc la FEST pour montrer la transmission en montrant et en partageant son savoir-faire. Je sais qu'au sein de grands groupes, les vidéos fonctionnent bien aussi. Est-ce que vous, c'est un support justement pour le partage comme ça que vous utilisez? Comment se réalise ce partage de pair à pair en fait? J'allais presque dire tous les canaux sont bons. Tous les canaux, oui. C'est pas structuré parce qu'on se demande souvent cet apprentissage informel. Par exemple, il a besoin d'être structuré. Je vais citer un exemple concret. Chez nous, dans mon périmètre, Vinci Énergie Internationale, on a un réseau, qui est vraiment un réseau de patrons de grands projets. Voilà. Et c'est un réseau, c'est typiquement, on est typiquement dans ces logiques d'organisation apprendre. C'est un réseau. Alors il y a des formations classiques, management de projet 1, management de projet 2. Mais derrière, l'idée, c'est que ce réseau partage et apprend de lui-même, quoi. Et on met à disposition un certain nombre d'outils. Le dernier qu'on va mettre en place, on va lancer là dans quelques semaines. C'est sur la posture managériale du patron de projet, donc on est sur ces questions-là, et on a fait ça sous forme de podcast. Voilà, donc en 2 saisons, il y aura 2 saisons de 4 podcasts, Donc sur l'année, il y aura 8 podcasts, avec chaque podcast a une thématique, comment faire du feedback, on est sur des choses assez opérationnelles, par exemple, avec un regard d'expert.
Donc quelqu'un qu'on a interrogé de l'extérieur, un consultant spécialisé sur la problématique, et en parallèle de ça, un témoignage d'un grand patron qui pratique, qui fait part de sa pratique sur le sujet. Et ça, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est typiquement un exemple pour animer un réseau sur la question de la posture managériale. On a choisi des podcasts. Par contre, on fait avec ce réseau ce qu'on fait aujourd'hui, on fait 4-5 webinaires par an sur des sujets plus techniques, sur des sujets beaucoup plus techniques, gestion contractuelle sur les projets, etc. Où ce sont les experts, des patrons de projets qui viennent partager leur expérience à d'autres patrons de projets. Donc voilà, on utilise et on fait un séminaire tous les 2 ans, donc on les réunit tous les 2 ans environ, c'est mondial, donc voilà, il y a une multitude de choses qui sont mises en place pour faire vivre ce réseau et pour permettre à ce réseau de monter en compétences, de gagner en efficacité. Je pense que c'est une illustration, je n'y avais pas pensé, mais une illustration assez concrète de ce qu'on peut imaginer être une forme d'organisation apprenante. D'accord, intéressant. Donc en fait, ça s'est démocratisé un peu en interne dans la prise de parole, dans la façon de oser intervenir devant plusieurs personnes comme ça pour transmettre. Parce qu'il pouvait y avoir des timidités jusqu'à présent. On n'ose pas. Oui, alors on le voit pas trop. Alors il y a sans doute effectivement des gens pour qui c'est plus compliqué d'intervenir, etc. Mais ça fait aussi partie des choses. On les accompagne évidemment dans leur préparation, etc. Donc, mais en tout cas, les nouvelles technologies, on parlait de podcast, de webinaire, on parlait tout à l'heure de e-learning, de digital learning, ont quand même facilité et accéléré le partage et l'acquisition de nouvelles connaissances et de compétences. Ça, c'est clair. Depuis quelques années, on le voit quand même clairement, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Mélina, le petit sondage, quel est le résultat de la question? Alors, on a une majorité de 10 à 30%, avec 45% des votants, suivi par moins de 10% pour 30% des votants, puis de 30 à 50% pour 17% des votants, et enfin plus de 50% pour seulement 7% des votants. D'accord. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais donner maintenant la parole à Mathieu. Mathieu, pour vos questions. Oui, bonjour à tous. Il y a une question que j'aimerais poser qui renvoie en fait à ce changement un peu de fond qui a été évoqué par Aline au tout début sur l'évolution de la fonction de la direction formation vers une direction des compétences. Patrick a évoqué qu'en 90, il y a eu le concept d'organisation apprenante et il a une actualité, je dirais peut-être plus intense aujourd'hui. En 95, il y a eu aux États-Unis le Centre de l'excellence qui a finalement mis un pavé dans la mare en expliquant que 90% des compétences des gens compétents étaient non pas issus de la formation formelle, mais plutôt de la formation informelle. Donc du coup, il y a une question qui est comment voyez-vous l'intégration des apprentissages informels dans le plan formation ou dans votre activité? Pierre, vous prenez la parole sur ce sujet? Oui, j'étais en train de réfléchir parce que, alors nous, on ne l'a pas mis dans le plan de formation volontairement, mais sans avoir conceptualisé à l'avance est-ce qu'il fallait qu'on le mette dans le plan de formation ou pas. Et je pense que c'est pour la majorité des actions d'apprentissage informel, ça n'a pas sa place dans le plan de formation et c'est mieux comme ça parce que le plan de formation, il a un travers, il peut être un peu descendant, mais c'est qu'on va mettre dans des cases des situations d'apprentissage définies. Et l'apprentissage informel, il est tellement continu et tellement moins palpable dès lors qu'il est efficace que d'essayer de le mettre dans des cases pour décrire à l'équipe la manière dont elles vont apprendre telle ou telle connaissance ou telle compétence, déjà, ce serait hyper difficile pour le service RH, mais en plus, je ne suis pas sûr que ça produirait les effets escomptés. Alors que si les apprentissages informels ils sont plus intégrés
dans la logique de l'entreprise. On ne dit pas c'est dans la partie formation, mais c'est normal, ça fait partie du travail. Je pense que c'est mieux de l'intégrer dans la définition des attendus d'un poste ou du travail. Là, on est plus dans la logique où on va dire c'est un comportement attendu qui est normal de la part de n'importe qui, et c'est pas un effort formation qu'on va faire à un moment donné pour ne jamais se rapprocher de cette fameuse logique qui est dure aujourd'hui en entreprise, où quand il y a une action de formation classique, il y a déjà un enjeu de s'assurer que les salariés vont bien aller mobiliser du temps pour se former. Donc moi, je pense que si on veut l'infuser dans le travail, il ne faut pas le mettre dans le plan de formation. En tout cas, c'est ma vision, Mathieu. Et il vaut mieux trouver tous les mécanismes nécessaires. Alors, j'ai déjà parlé de culture et de rituels, mais il y a d'autres manières de faire. Dans le dialogue managérial et dans l'implication des managers, on disait tout à l'heure, les managers sont des relais. Une des bonnes manières de faire ça, c'est d'intégrer dans les points managériaux qui en général sont hebdomadaires. Dans la moyenne des entreprises, on fait un point chaque semaine avec son manager, d'intégrer 2 ou 3 questions sur qu'est-ce que tu as appris la semaine dernière ou qu'est-ce que tu as transmis aux autres qu'est-ce que tu comptes transmettre aux autres ces prochaines semaines, me semblerait beaucoup plus efficace parce que là, on est à l'échelle du terrain et on n'est pas dans des échelles où on doit faire le lien avec le service RH. Et je suis d'autant plus conforté par cette préconisation que quand je reprends l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur Apple qui, dans les entretiens annuels à la fin de l'année, pose la question combien de temps tu as passé ou comment tu as aidé les autres cette année. De le faire déjà dans une dimension managériale, je pense que c'est le plus efficace pour partir du terrain plutôt que d'essayer de faire prendre quelque chose à l'échelle de l'entreprise. Sur le reste de la question, je m'arrête là parce qu'après, pas plus de conviction que ça. Peut-être que ça me donne envie de poser la question suivante sur juste du coup comment l'écosystème digital learning peut aider dans cette perspective-là. Est-ce qu'il y a une aimantation vers des compétences à développer justement qui vont driver ces initiatives de l'informel aussi, puisqu'en fait on dit beaucoup aujourd'hui que parmi les compétences clés recherchées, il y a les compétences humaines comportementales qui sont pas les plus faciles ou disons qui sont pas les compétences historiques qu'on a pu adresser avec les dispositifs de formation digitaux. Donc comment avancer vers ces enjeux-là? Est-ce que dans l'écosystème digital learning, vous avez les uns et les autres repéré voilà, des moyens intéressants pour avancer plus vite? Qui prend la parole? Sur les compétences comportementales, c'est ça? Alors, c'est comment est-ce que l'écosystème, digital, qui est mis en place, vient être l'adjuvant du développement des compétences comportementales, notamment, oui. Oui. Écoutez, je pense qu'il y a quand même une offre assez riche sur le marché, parmi laquelle UNO trouve sa place, sur le développement des compétences comportementales. Donc, à partir du moment où on considère qu'on peut développer les compétences avec l'usage de la vidéo et avec des formules du type MOOC ou SPOC, en fait, il y a une offre assez abondante. Après, c'est à nous de la choisir, de la promouvoir, de la mettre en musique avec d'autres dispositifs, mais il y a une offre importante. Est-ce que il y aurait une autre question? On ne va pas tarder à clôturer les séances. Est-ce qu'il y aurait une dernière question parmi les… J'aimerais revenir sur la question des compétences dont parlait Patrick tout au départ et aussi surtout ce qu'il inscrivait dans ce qu'il appelle les mécanismes de capture de la compétence et sa diffusion. Aujourd'hui, on a pour rebondir sur Mathieu aussi, il y a des outils, on va dire, massifs de partage, d'évaluation, surtout dans le domaine des soft skills. Est-ce que ce mécanisme de capture, c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà beaucoup avancé? Vous avez mis en place des outils, cette capture des compétences? Pour répondre, là, on a sans doute avancé, mais c'est sans doute un des sujets les plus j'allais dire… Patrick, on vous entend plus. Ah. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon, pardon.
Ouais, c'est sans doute un des sujets les plus compliqués. Moi, j'ai toujours en tête, les grands cabinets de conseil ont ça. Ils ont des espèces de bases de données où il y a tous les retours d'expérience de toutes leurs missions qui sont ouvertes aux uns et aux autres, justement dans le cadre de leur propre mission pour pouvoir, j'allais dire, aller plonger, aller puiser dans ce qui s'est déjà fait. Moi, je trouve ça assez intéressant. On n'est pas à ce niveau-là côté Vinci Énergie. Je trouve, et ça fait bien avec la question précédente, que justement cet écosystème digital permet la capitalisation et la capture de ces connaissances et de ces compétences par divers moyens. Ça peut être par des vidéos, ça peut être par effectivement des MOOC ou des SPOC. On évoquait les podcasts tout à l'heure. Je pense que là aussi, je ne crois pas au grand soir du système d'information qui permet de capturer, de capitaliser toutes les compétences et de les rediffuser. C'est plutôt des logiques de micro pas. Et une fois encore, là-dedans, c'est pas le tout d'avoir les outils, parce que d'avoir un outil, c'est assez facile. C'est l'utilisation de l'outil. Et je pense, une fois encore, que dans cette capture ou dans cette capitalisation des compétences, le management, la ligne managériale a un rôle assez primordial à jouer, justement pour animer et pour inciter les collaborateurs, pour inviter les collaborateurs à créer cette culture j'allais dire, du partage dans les outils qui existent, mais de partage de leurs connaissances et des compétences qui va permettre de capitaliser et de partager derrière. Okay. Anne, est-ce que c'est aussi une problématique disons, si je peux rebondir, je dirais que la notion de compétence se retrouve à plusieurs endroits. D'une part, dans la définition des compétences des familles métiers et des types de postes, qui sont actualisés régulièrement par le biais des démarches prospectives et qui sont mis en visibilité à l'ensemble des salariés de façon à ce qu'ils puissent se rendre compte des compétences attendues dans les différents métiers et réfléchir potentiellement à leurs évolutions. Deuxième dimension, pour toutes les professions réglementées, les compétences sont exprimées sous forme de qualifications, et des qualifications qui sont souvent assez précises, et donc là, qui sont liées et qui sont capturées dans un système d'information, puisque sans qualification, pas de possibilité de travailler de manière opérationnelle sur tel ou tel type d'équipement. Enfin, dans le cadre des systèmes d'information, il y a des maîtrises de technologie, de langage qui sont capturées dans le domaine des compétences. En revanche, nous ne sommes pas allés jusqu'à diffuser un système de traçabilité de l'ensemble des compétences de l'ensemble des salariés, y compris sur toutes les dimensions soft skills, gestion de projet, parce que c'est une sorte d'usine à gaz et on n'a pas trouvé la solution. D'où ce que disait Aline, tout ce qui était la question du data analyst, le RF data analyst du futur. Quoi. Okay. Merci. Une dernière question, et puis on va clôturer. Thierry, par rapport à votre expérience aussi, parce que vous avez été vraiment précurseur chez Danone, est-ce que vous pouvez un petit peu rebondir ou compléter de par votre expérience aussi personnelle et professionnelle? Beaucoup de choses, merci Christelle, beaucoup de choses ont été dites en fait, hein, mais effectivement, peut-être deux points, moi je rejoins beaucoup Pierre, notamment sur la dimension culturelle et des rituels. Je pense que Yann a mentionné quelques-uns, donc le fait de pouvoir inclure dans des dynamiques soit organisationnelles, soit d'équipe, des façons de travailler et des façons d'apprendre en travaillant. Un rituel qui est une façon aussi par rapport à la question que je posais sur la direction générale de pouvoir autoriser ou dire qu'il est important d'apprendre. Moi, j'avais vu un rituel dans une entreprise qui s'appelle DEAL. DEAL voulant dire Drop Everything and Learn. Et donc, se créer des moments, en fait, pendant lesquels on autorise les collaborateurs, les salariés
à prendre 2 heures pour apprendre. Et le rôle du coup du responsable formation et de l'équipe learning, c'est de produire des approches ou des solutions, de mettre à disposition des solutions ou des approches dont les personnes peuvent s'emparer pour apprendre. Donc ça, c'est le premier point sur la culture. Puis deuxième point qui a été mentionné aussi beaucoup par Patrick sur le rôle des managers. Je trouve que dans beaucoup d'entreprises, on a encore le rôle des managers qui est très focalisé sur les résultats et pas assez sur le développement des équipes. Et je trouve que déjà, alors c'est un sujet plus de direction générale et de DRH au départ, mais je pense que le fait de mettre et d'éditorialiser, de déclarer que le rôle du manager, c'est aussi de développer des équipes pour plus de performance globale, je pense que c'est un pas vraiment important parce que il semble montrer que les dynamiques apprenantes se passent beaucoup au niveau des équipes, de l'apprentissage au sein des collectifs d'équipes. Et donc, le fait de rentrer par la notion d'équipe me semble aussi un point très beaucoup à valeur ajoutée. Écoutez, je vous remercie. Donc, pour moi, je dirais que du coup, en synthétisant un petit peu tout ce qui s'est dit, le monde de la formation s'est complètement métamorphosé, donc on l'a vu. Le responsable formation change définitivement de casquette. Il devient un accompagnateur, un coach pour faire grandir les compétences. Donc, on rentre désormais dans une dimension stratégie développement des compétences qui devient l'or noir des organisations, pour reprendre les termes de Patrick Klein. Donc, il faut laisser de l'autonomie en créant des parcours personnalisés. Anne est beaucoup intervenir sur ce sujet. Les managers deviennent des relais forts, les maillons forts de cette culture de l'apprenance, grâce à aussi à des rituels, permettre le droit à l'erreur. Il existe beaucoup de canaux à l'heure actuelle, donc vous pouvez utiliser, que ce soit les vidéos qui sont très ludiques, comme les vidéos et les podcasts. Et le responsable formation doivent se réinventer et innover. Et eux aussi, ils ont aussi le droit aujourd'hui de faire et de refaire et le droit à l'erreur. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre participation. Alors, sachant que nous allons organiser au sein du Geospheric Lab des ateliers, nous allons vous transmettre toutes les informations. Nous allons aussi vous transmettre par lien les replays, les contacts des partenaires. Et puis, j'espère vous retrouver pour de prochains rendez-vous. Merci à tous pour votre expertise et la richesse des entretiens, des échanges. Il y a eu beaucoup de remerciements dans le chat, des personnes qui ont dû nous laisser en chemin, mais qui sont satisfaites de tout ce que vous nous avez appris et enseigné aujourd'hui. Un grand merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.